Lorsqu'on pense à la science, on pense souvent à des choses tellement grandes qu'elles nous dépassent, ou encore à des choses tellement petites qu'il est complètement impossible de les observer à l'œil nu. Pourtant, la science est partout autour de nous, dans les moindres petits détails de notre quotidien. Lorsqu'on se pose des questions sur l'alcool, sur la nature du son, ou même sur le fonctionnement du téléphone cellulaire, c'est vers la science qu'il faut se tourner. Bonjour et bienvenue au premier épisode d'Escouade Science. Dans le cadre de notre 4e cours de français au collégial, nous, Escouade Science, avions à faire un projet de communication en lien avec notre champ d'études. Ainsi, Mathieu Lamarre et Pierre-Antoine Bernard et moi-même, Émilie Roy-Saint-Pierre, avions comme projet de faire une vidéo expliquant la science dans notre quotidien, puisque celle-ci est à la base de nos sociétés et de nos vies de tous les jours. Mais pourtant, la science reste un mystère pour la majorité d'entre nous. C'est donc en utilisant les connaissances acquises en sciences de la nature que nous, l'Escouade Science, démystifierons certains phénomènes qui nous entourent et apporterons de grandes réponses aux petites questions de tous les jours. Pour ce faire, nous visiterons deux endroits utilisés par tous, soit la cuisine et le bar. Alors qu'Émilie s'occupera du côté biologique des phénomènes, Pierre-Antoine étudiera l'aspect physique de ces derniers. Pour ma part, je m'occuperai de vous faire découvrir la chimie qui les compose. Êtes-vous prêts? Génial! On est parti! Où est le yogourt? Est-ce que vous êtes déjà demandé c'est fait de quoi du yogourt? Il est fabriqué grâce à l'action des bactéries. Mais qu'est-ce qu'une bactérie? Il s'agit d'un organisme vivant microscopique qui n'est constitué que d'une seule cellule. C'est un être unicellulaire. Le liquide dont la bactérie est composée contient l'information génétique sous forme d'ADN. L'ADN signifie acide désoxyribonucléique, une molécule fondamentale à notre organisme qui a l'apparence d'une double hélice. Ces micro-organismes sont capables d'assumer les fonctions élémentaires propres aux vivants comme se reproduire, transmettre l'information génétique et consommer de l'énergie tout en rejetant des déchets, comme le CO2. Ces cellules possèdent donc leur propre autonomie. Et même si on ne les voit pas, il en existe énormément dans notre environnement et dans notre organisme. Mais sont-elles bonnes ou mauvaises pour l'être humain? Saviez-vous que le corps contient entre 500 et 100 000 espèces de bactéries différentes? En comptant seulement dans l'appareil digestif, il y en a environ 400 espèces et elles sont soit inoffensives, soit bénéfiques pour l'autre, soit vous et moi. Pour en revenir au yogourt, celui-ci contient de bonnes bactéries qui interagissent avec notre flore intestinale. On les appelle les probiotiques, terme signifiant pour la vie, qui, ingérés en quantité suffisante, procurent des effets bénéfiques à celui qui le consomme. Les probiotiques sont bénéfiques pour les systèmes immunitaires et digestifs. Allons maintenant voir comment le yogourt est fabriqué avec ces bonnes bactéries. Le yogourt est fait à base de lait ou de crème qui est fermenté grâce à des bactéries de deux différentes formes. Une sorte en bâtonnet appelé bacille et l'autre en chaîne de petits ronds appelés coques. Leur rôle principal est dans la conservation du yogourt car ils ne survivent pas bien à l'estomac. C'est plutôt le cas des probiotiques qu'on ajoute ultérieurement à l'aliment. On mélange alors les cultures à du lait chauffé et pasteurisé avant de procéder à l'incubation. Cette étape se déroule à 48 degrés Celsius où les bactéries sont les plus efficaces pour effectuer leur travail de conversion du sucre du lait, le lactose, en acide lactique, une substance qui épaissit le lait et qui lui donne un petit goût acidulé. Par la suite, on refroidit le yogourt qu'on peut ensuite aromatiser de fruits, de sucre ou d'autres arômes artificiels. Four ou micro-ondes? Quelle méthode de cuisson est la meilleure? Le four ou le micro-ondes? Il faut commencer par comprendre ce qu'est la température, puisque c'est ce que l'on tente de faire augmenter. Mieux vous comprendre ce que c'est, n'est-ce pas? Avant de répondre à cette question, faisons une petite révision de ce qu'est la matière, voulez-vous? Comme vous vous souvenez sûrement, à la base, il y a les protons, les électrons et les neutrons. Ce sont les trois constituants de base de la matière. Alors que les protons et les neutrons
sont réunis ensemble dans ce qu'on appelle le noyau, les électrons, eux, se déplacent individuellement autour de celui-ci. On appelle le tout un atome. Il en existe dans la nature seulement 92 différents. Ce qui les différencie les uns des autres, c'est le nombre de protons à l'intérieur du noyau qui les compose. De plus, lorsque plusieurs atomes sont liés ensemble, on appelle cela une molécule. La molécule qui compose l'eau, par exemple, est formée de 2 atomes d'hydrogène et d'un d'oxygène, d'où son nom de H2O. La molécule qui forme le sel de table, quant à elle, est formée par un atome de sodium et un de chlore. C'est des différentes combinaisons possibles d'atomes que provient la grande diversité de matière qui nous entoure. Et c'est très important de se rappeler que les molécules et les atomes sont très petits. Pour vous donner une idée, dans ce verre d'eau, en ce moment, il y a environ 5 fois 10 à la 25 atomes. Et c'est énorme, c'est 5 suivi de 25 zéros. Et si on veut s'imaginer la grandeur de ce nombre, imaginons-nous ceci. Si depuis le début de l'univers, à chaque seconde, on avait retiré un atome de ce verre d'eau, on aurait retiré, à la date d'aujourd'hui, moins de 0,000000001% de tout le contenu du verre. Incroyable, n'est-ce pas? Maintenant que nous avons révisé ce qu'était la matière, nous pouvons passer à l'étude de la nature de la température. La température de quelque chose, elle, représente le degré d'agitation des molécules ou des atomes qui les composent. Même si à première vue, les objets qui nous entourent sont immobiles, il faut savoir que les plus petites particules qui les composent, elles, sont constamment en mouvement. Plus les molécules composant l'eau, par exemple, sont agitées et sont en mouvement, plus cette eau sera chaude. L'important, lorsqu'on fait chauffer de la nourriture, c'est donc de réussir à amplifier le mouvement des particules composant celle-ci. Le four et le micro-ondes effectuent cette tâche de 2 manières complètement différentes. Celle du four, relativement simple, utilise ce qu'on appelle l'effet de Joule. L'effet de Joule, c'est le fait que faire passer un courant électrique, soit un déplacement d'électrons, dans un matériau, va agiter les atomes et les molécules le composant. Ainsi, lorsqu'on allume notre four, tout ce qu'on fait, c'est faire passer un courant électrique dans un matériau précis. Les particules composant ce matériau s'agitent alors et rentrent en collision avec les molécules d'air dans le four, ce qui a pour effet de les agiter à leur tour. Ces dernières vont ensuite rentrer en collision avec les molécules composant la nourriture qu'on a insérée dans ce four. Elles seront alors également agitées et notre nourriture deviendra plus chaude. C'est simple, n'est-ce pas? Cela se complique toutefois pour le micro-ondes. L'idée derrière celui-ci est davantage complexe. Pour le comprendre, il faut commencer par étudier les propriétés des protons et des électrons. Les électrons et les protons ont ce qu'on appelle une charge électrique. C'est ce qui les fait interagir entre eux. Les protons sont chargés positivement et les électrons négativement. Or, 2 particules ayant des charges opposées, négatives et positives, vont s'attirer. Et 2 avec les mêmes charges vont se repousser, comme positif-positif ou négatif-négatif. Ainsi, 2 électrons ensemble se repoussent, alors qu'un proton et un électron vont s'attirer. Et ces forces qu'ils appliquent les uns sur les autres proviennent de ce qu'on appelle le champ électrique. Le champ électrique, c'est ce qu'émet une particule ayant une charge. Ce n'est pas quelque chose de tangible. On ne peut ni le voir ni le toucher. On peut simplement mesurer ses effets sur les autres particules. De plus, lorsqu'on fait osciller une particule qui a une charge électrique, cela crée des variations dans le champ électrique autour. C'est ce qu'on appelle des ondes électromagnétiques. Et ces ondes, en fait, pourraient être comparées à des vagues dans le champ électrique. Et ces vagues, en fait, sont partout autour de nous. La lumière elle-même est une onde électromagnétique, mais que nos yeux sont capables de capter. Et on classe ces ondes dans ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Et ils sont classés dépendamment à leur niveau d'étirement. En fait, il faut imaginer les ondes comme étant un ressort. Les ondes les plus étirées seraient ce qu'on appellerait des ondes radio. Et les ondes les plus compressées sont appelées des rayons gamma. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Dans un micro-ondes, un appareil du nom de magnétron fait justement bouger rapidement des électrons et donc des charges. Et il le fait d'une manière bien précise, afin de créer des ondes qui, dans le spectre électromagnétique, correspondent justement à la catégorie des microondes. Ces ondes ont la propriété bien intéressante d'agiter les molécules d'eau. Ainsi, lorsque celles-ci percutent nos aliments, elles font tourner les molécules d'eau sur eux-mêmes. Cette augmentation d'agitation va alors se répandre dans tout le plat et le réchauffer. Alors, quelle méthode de cuisson est la meilleure? Premièrement, il faut savoir qu'il n'existe pas une méthode plus dangereuse que l'autre.
les micro-ondes sont faites d'une telle manière qu'aucune des ondes qu'ils génèrent ne peuvent les traverser, même pas à travers la petite grille à travers laquelle on peut voir. Et donc, la différence qui existe entre les deux méthodes est au niveau de la qualité de la cuisson. Dans un micro-ondes, Les ondes qui sont générées vont percuter seulement les molécules au-dessus de la nourriture que l'on fait chauffer. Et le processus est tellement rapide, souvent en bas de 2 minutes, que la chaleur n'a pas le temps de se répandre à travers tout le plat. Ainsi, on se retrouve malheureusement bien souvent avec un pâté chinois avec le dessus chaud et le milieu froid, ce qui n'est pas très agréable. Tandis que dans le four, le processus est tellement lent que la température a le temps de s'uniformiser partout à l'intérieur du plat, ce qui crée relativement une cuisson uniforme et de bien meilleure qualité. Le choix vous revient donc. Est-ce que vous préférez la rapidité ou l'uniformité? Bon, c'est moi qui plais avec la vaisselle. Au moins, j'ai du savon. Savez-vous comment ça marche, du savon? La plupart d'entre vous croyez que le plus grand exploit des Égyptiens sont les pyramides. En fait, ce sont les savons. Utilisés depuis l'époque de l'Égypte ancienne, 3000 ans avant Jésus-Christ, les savons sont encore aujourd'hui utilisés pour lutter contre les graisses tenaces qui ne partent pas au rinçage. Mais comment font les savons pour dégraisser toutes les assiettes que l'on salit dans la cuisine? Eh bien, mesdames et messieurs, l'efficacité du savon sur les graisses vient d'une particularité de la molécule de savon d'avoir deux zones d'affinité différentes au sein de la même molécule. Je parle ici d'une zone d'affinité hydrophile et d'une zone d'affinité hydrophobe, qui définit l'affinité qu'elles ont avec l'eau. Ainsi, hydrophile veut dire qu'ils aiment l'eau, tandis qu'hydrophobe n'aime pas l'eau. Et tout ceci est une question de polarité. Comme le dicton dit, tout ce qui se ressemble s'assemble. Et c'est ce qui explique en fait les caractères hydrophiles et hydrophobes de certaines molécules. Si une molécule est polaire, comme l'eau, on dit de toute autre molécule polaire qu'elles sont hydrophiles. Dans le cas contraire, une molécule non polaire, elles sont hydrophobes, comme l'huile. La molécule d'eau est polaire, ce qui veut dire que les charges à l'intérieur sont réparties de façon inégale, de sorte qu'il y a deux pôles positifs et un pôle négatif. Cette polarité est déterminée par la différence d'électronégativité, capacité d'attirer les électrons entre deux atomes de lien moléculaire. Cette différence doit se trouver entre 0.4 et 1.7 pour être polaire. Plus bas que 0.4 signifie qu'un lien est non polaire, et au-dessus de 1.7 signifie qu'on est en présence d'un lien ionique. Voici les niveaux d'électronégativité pour chacun des atomes de l'eau et de la molécule de savon. L'oxygène à 3.44, l'hydrogène à 2.20 et le carbone à 2.55. Pour l'eau, l'oxygène, beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène, attire une grande partie des électrons de son côté, créant ainsi des pôles positifs et négatifs. C'est pour ça qu'on peut dire que l'eau est polaire. Dans le cas où la différence d'électronégativité est trop basse, comme une liaison carbone-carbone, on parle de lien non polaire, où il y a partage des électrons de part et d'autre de la liaison. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, la molécule de savon, dont le rôle principal sera de rendre en quelque sorte les graisses qui sont hydrophobes, hydrophiles, afin de pouvoir être emportées au rinçage. Voici comment. La molécule de savon est composée d'une chaîne de carbone hydrophobe et d'une tête hydrophile. Ces molécules vont tout d'abord pointer leur queue hydrophobe en direction des graisses de sorte à créer une couche tout autour de la molybde. C'est ce qu'on appelle une micelle. La paroi de la micelle est composée de toutes les têtes hydrophiles qui se placent bien dans l'eau. Ainsi, l'huile initiale devient hydrophile et peut ainsi être éliminée facilement au rinçage. Maintenant que ta vaisselle est faite, dirigeons-nous vers le bord. Comme vous le savez déjà, les piles génèrent de l'énergie sous forme d'électricité pour alimenter la plupart des appareils portatifs que nous utilisons. Il en existe de toutes sortes. Des rondes, des carrés, de petites, de grandes. Mais le principe caché derrière tout ça reste le même. C'est l'électrochimie. Tout d'abord, comment voyagent les électrons dans la matière? Eh bien, vous savez que la matière est composée d'atomes, et que ces atomes sont composés d'électrons gravitant autour d'un noyau positif. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que certains matériaux dits conducteurs et souvent des métaux possèdent très peu d'électrons de dernière couche. Cela leur permet de perdre ou gagner des électrons. Cette propriété permet le transport des électrons d'atome en atome, et c'est ainsi qu'on obtient le courant. Mais comment créer ce transport d'électrons dans une batterie?
Dans le cas d'une batterie, ce déplacement se fait entre deux électrodes, soit de l'anode vers la cathode, par un fil conducteur. On reconnaît l'anode par le signe moins, la cathode par le signe plus. Les matériaux utilisés pour confectionner les électrodes d'une pile sont classés en deux grandes catégories. Ceux qui ont tendance à donner les électrons, les réducteurs, et ceux qui ont tendance à attirer les électrons, l'oxydant. Cependant, pour que les électrons passent d'une électrode à l'autre, celles-ci doivent être baignées dans un bain d'électrolyte, car les électrodes seules sont neutres et ne peuvent occasionner de transfert d'électrons. Donc, le transport d'électrons est possible dès que ces électrodes entrent en contact avec l'électrolyte, qui est en fait une solution d'ions positifs et négatifs. Ce qui se produit est simple. L'anode ayant une tendance à donner des électrons, les envoie dans le conducteur, vers la cathode. L'anode devient positive. Pour établir l'équilibre, l'anode libère des ions positifs dans la solution d'électrolyte et se désagrège. Les électrons arrivent dans la cathode, qui a tendance à recevoir les électrons. La cathode est donc négative. Pour établir l'équilibre, la cathode libère des ions négatifs, anions, dans la solution d'électrolyte, ou encore, elle peut les rediriger vers un appareil électrique qui pourra utiliser ces électrons. Finalement, la pile cesse de fonctionner lorsque l'anode est totalement désagrégée. C'est ainsi que l'on crée de l'électricité à l'aide de la chimie. Quelle est donc la nature du son? Voilà une bonne question. D'instinct, on se doute que le son voyage dans l'air, mais il ne le fait pas exactement de la manière qu'on pourrait s'y attendre. On voit souvent dans les dessins animés quelqu'un qui crie et ensuite le vent que cela crée vient pousser vers l'arrière les cheveux des autres personnages. Malheureusement, on va le voir. Avec la vraie nature du son, cela est impossible. Lors d'une conversation, il n'y a pas de matière qui se déplace de la bouche de l'un vers l'oreille de l'autre. Ce qui se déplace, c'est ce qu'on appelle une onde de pression. Comme vous le savez, l'air est composé de particules de gaz allant dans toutes les directions en permanence. Et les gaz ont l'utile propriété de pouvoir être comprimés. Lorsque cela se produit, la pression qu'exerce ce gaz augmente. La pression, en fait, est la force créée par toutes les petites collisions des particules avec une surface. Ainsi, plus il y a de particules dans un espace, plus la pression est élevée, car plus il y a de collisions. De plus, lorsque nous faisons un bruit, ce que nous faisons en réalité, c'est pousser des particules d'air dans une région précise, et ainsi augmenter la pression à cet endroit. Cependant, toutes les particules qui ont été poussées dans cet espace n'y resteront pas. La pression y étant plus élevée qu'aux alentours, les particules vont tenter de fuir vers ces régions où la pression est moins élevée. Cependant, le fait qu'ils s'y rendent va augmenter à leur tour la pression de ces endroits. Ainsi, nous aurons des vagues de pression qui avancent dans l'espace. Et si on répète ce processus de compression à plusieurs reprises, on obtient plusieurs régions de haute et de basse pression qui se déplacent dans l'espace. Lors d'une conversation, ce qui se passe en fait, c'est que les gens qui parlent émettent avec leur bouche des ondes de pression qui vont se propager dans la pièce jusque dans les oreilles des gens qui les écoutent. Et à l'intérieur de ces oreilles, il y a une fine membrane appelée le tympan qui réagit à ces variations de pression et qui ensuite envoie de l'information à notre cerveau. C'est également comme ça que fonctionnent les haut-parleurs. À l'aide d'un électroaimant, on fait osciller une membrane qui va, périodiquement, compresser puis décompresser l'air se trouvant devant le haut-parleur, ce qui va créer des sons. Plus c'est vite, plus c'est aigu, et plus c'est lent, plus c'est grave. Et l'intensité du son, à quel point le son nous paraît fort, lui provient de l'ampleur de la variation de pression. Plus il y aura de grandes variations de pression entre les minimums et les maximums, plus le son va nous paraître fort. Et voilà, maintenant vous comprenez la nature du son, et comprenez également pourquoi on ne peut pas parler dans l'espace. Simplement, car il n'y a pas d'air. Tout d'abord, l'alcool que l'on consomme est le produit d'une fermentation naturelle où des micro-organismes appelés levures transforment le lait sucre des fruits ou des céréales en alcool. Bière, whisky, vodka, rhum, champagne, vin, toutes ces boissons contiennent la même molécule appelée éthanol, CH3CH2OH. Ensuite, si on veut faire des cidres, des bières, des vins mousseux, on n'a qu'à laisser ce produit de fermentation mûrir longtemps dans des cuves ou des tonneaux.
Par contre, si l'on veut faire des boissons plus riches en alcool, on doit distiller le produit fermenté. Comme l'éthanol bout à 78 degrés Celsius et l'eau à 100 degrés Celsius, l'éthanol est transformé en vapeur et est récupéré dans un autre réservoir froid qui le reliquifie. Résultat, on peut obtenir un alcool se rapprochant d'une pureté de 100%. Mais que se passe-t-il lorsque l'alcool entre dans l'organisme? Dès la première gorgée de boisson spiritueuse ingérée, l'alcool commence à diffuser par la muqueuse buccale et l'œsophage. La diffusion de l'alcool, c'est-à-dire sa tendance naturelle à répartir sa concentration uniforme dans tout le corps, est très rapide et elle se répartit très rapidement aux différents organes du corps, comme le foie, le cerveau et les poumons. Les molécules d'éthanol sont très petites et elles peuvent se dissoudre facilement dans l'eau et le gras, les constituants humains. Ainsi, ils n'ont pas besoin d'enzymes de digestion qui accéléreraient leur processus d'assimilation dans le corps. L'autre partie, environ 25%, passe dans le sang après assimilation par l'estomac et l'intestin grêle. Chose certaine, plus l'absorption de l'alcool est rapide par l'estomac, plus le taux d'alcool dans le sang est élevé et plus vite on sera ivre. C'est pourquoi il faut boire avec modération. Il y a plusieurs facteurs qui contribuent à accélérer le processus d'assimilation dans le sang. D'abord, si l'on boit une boisson alcoolique chaude, comme un café irlandais, l'alcool arrive plus vite dans le sang puisque les molécules d'éthanol ont plus d'énergie pour se répartir partout dans le corps. Ensuite, si l'on boit une boisson alcoolique contenant du CO2, comme du champagne, l'absorption de l'alcool par l'estomac est facilitée par les bulles de CO2, entraînant alors une absorption plus rapide de l'alcool dans l'intestin grêle, ce qui fait augmenter l'alcoolémie. Par la suite, l'ingestion rapide fait en sorte que le taux d'alcoolémie augmente très rapidement dans le sang, car une grande quantité d'alcool absorbée rapidement n'a pas encore été éliminée par le tractus gastro-intestinal et le foie. Finalement, avoir l'estomac vide accélère le passage du sang à l'estomac et par conséquent de l'estomac aux intestins. Lorsqu'il y a de la nourriture dans l'estomac, son temps de digestion fait en sorte que l'alcool y reste lui aussi plus longtemps. Par conséquent, l'alcool arrive moins vite dans les intestins, donc le taux d'alcoolémie dans le sang est plus bas. Pour terminer, l'alcool fait un incroyable voyage dans notre organisme lorsqu'on en boit, que ce soit sous forme de vin, de cocktail ou de cidre, et sa vitesse d'assimilation dépend de plusieurs facteurs. Il passe par les voies respiratoires, soit la muqueuse buccale et l'œsophage, pour ensuite passer par le foie et les voies digestives, soit l'estomac et les intestins, particulièrement l'intestin grêle, où il y est éliminé. Et voilà qui est tout pour le segment Explications. Nous espérons que vous avez eu du plaisir à nous écouter et que vous avez trouvé quelques bonnes réponses aux questions que vous vous posez. Il est désormais temps de passer au segment Applications. Vous avez sûrement remarqué que les connaissances qu'on utilise et qu'on applique dans la vie de tous les jours tendent à rester gravées dans nos mémoires. Étant conscient de ce fait, l'Escouade Science a décidé d'ajouter un segment interactif pour vérifier si vous avez bien compris ce que nous avons expliqué dans les dernières minutes. Ainsi, nous vous posons de nouvelles questions scientifiques, parfois complexes, parfois plus simples, dont les réponses seront facilement déduites de ce que vous connaissez déjà et de ce que nous vous avons présenté. Êtes-vous prêts? Car la révision commence maintenant. J'espère que vous avez bien écouté. Question de physique numéro 1. Le fonctionnement du grille-pain est basé sur quel principe? 1. L'effet de Joule. 2. L'agitation atomique naturelle. 3. Les rayonnements micro-ondes. 4. Aucune de ces réponses. Voilà une question assez simple et très complémentaire à celle que nous avons déjà répondu ensemble. Bon, je vous laisse un instant pour y penser. Voilà qui est tout pour la réflexion. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, je vous invite à appuyer sur pause, car nous allons dès maintenant dévoiler la réponse. D'abord, je vous confirme, la réponse faisait bien partie des choix. Il ne fallait donc pas cocher le numéro 4. Ensuite, regardons un peu ce qu'est l'agitation atomique naturelle. N'est-ce pas simplement un bien grand mot pour parler du fait que les molécules et les atomes sont constamment en mouvement? Eh oui, c'est bien cela. Et si vous vous souvenez bien, la température est justement cela, l'agitation atomique naturelle. C'est donc pas l'agitation atomique naturelle qui fait augmenter la température, c'est la température. Il ne nous reste donc plus que deux choix,
le rayonnement micro-ondes et l'effet de Joule. Rappelez-vous un peu la dernière fois que vous avez regardé à l'intérieur de votre grille-pain alors qu'il était en fonction. Vous avez sûrement remarqué des petits fils métalliques de couleur orangée qui semblent dégager de la chaleur. À quoi cela ressemble-t-il? À un micro-ondes ou à l'élément chauffant se trouvant dans un four? À l'élément chauffant, n'est-ce pas? Et en fait, c'est exactement cela. Lorsqu'on allume notre grille-pain, on fait passer un courant électrique à l'intérieur d'un matériau qui se trouve près des rôtis. Et cela fait chauffer le matériau à cause de l'agitation des molécules créées par le passage du courant électrique. La bonne réponse était donc l'effet de Joule. Question de biologie numéro 1. Quel système de notre corps bénéficie le plus des actions des probiotiques? 1. Le système sanguin et immunitaire. 2. Le système digestif et immunitaire. 3. Le système urinaire et digestif. 4. Le système lymphatique et urinaire. Si votre choix est le choix de réponse numéro 2, vous avez bien écouté. En effet, les probiotiques interagissent avec notre flore intestinale et facilitent la digestion, et elles stimulent aussi le système immunitaire pour parer aux infections bactériennes et virales. Bien que les probiotiques soient naturellement dans notre corps, un supplément qu'on retrouve entre autres dans les yogourts est bénéfique pour notre santé. Première question de chimie. Qu'est-ce qu'un réducteur? A. Un matériau qui a tendance à donner des électrons. B. Un matériau neutre. C. Un matériau qui a tendance à recevoir des électrons. Ou D. Toutes ces réponses. En fait, la réponse est A. Les matériaux réducteurs ont tendance à donner des électrons. Ils composent l'anode dans une batterie. L'anode prend les électrons et l'envoie vers la cathode par un fil conducteur. Donc, la réponse B, qui était les matériaux neutres, n'est malheureusement pas la bonne. Les matériaux neutres ne peuvent échanger des électrons, malheureusement. La réponse C, eh bien, en fait, c'était la définition d'un oxydant. Un oxydant qui est la cathode, reçoit des électrons. Question de biologie numéro 2. Boire une boisson alcoolique chaude. 1. Fait dormir. 2. Donne mal au ventre. 3. N'a aucun effet perceptible. 4. Rend sous plus rapidement. La réponse était le choix numéro 4. En effet, boire une boisson alcoolisée chaude augmente le taux d'alcoolémie dans le sang et rend ivre plus rapidement. En effet, les molécules ont beaucoup plus d'énergie pour voyager dans tout le corps. Ainsi, les organes qui éliminent l'alcool, soit l'estomac, le rein et les intestins, n'ont pas le temps d'éliminer l'alcool qui est dans notre corps. Question 2 de chimie. Qu'est-ce qu'une micelle? A. Une molécule de savon précipitée. B. Un amas de matière grasse. C. Un agrégat sphérique de molécules de savon. Ou D. Aucune de ces réponses. Cette fois-ci, la réponse est C. Une micelle est un agrégat sphérique de molécules de savon. Les molécules de savon, ayant une tête hydrophile et une queue hydrophobe, vont se fixer aux molécules de graisse tout autour, de sorte à recouvrir toute la surface. Ce qui va faire en sorte qu'on va se ramasser avec une espèce de membrane tout autour d'une molécule de graisse qui va la rendre soluble dans l'eau. Ainsi, au rinçage, de la vaisselle par exemple, toute la graisse collée va pouvoir être enlevée. Question de physique numéro 2. Les ondes électromagnétiques sont 1. Des phénomènes créés en laboratoire. 2. Des phénomènes quelquefois créés avec des instruments domestiques. 3. Des phénomènes excessivement communs. 4. Toujours non prouvés. Roulement de tambour. Et la bonne réponse était le numéro 3. Eh oui, les ondes électromagnétiques sont partout. On l'a d'ailleurs dit dans la vidéo, les micro-ondes génèrent des ondes électromagnétiques, la lumière est une onde électromagnétique. Et la plupart de ces ondes, eh bien, on ne doit pas les craindre, elles sont inoffensives. Retournons un peu voir le spectre électromagnétique. Nous avons vu précédemment que les ondes pouvaient être plus ou moins compressées.
Les ondes les moins compressées sont les ondes radio, il y a ensuite les micro-ondes, les infrarouges, la lumière visible, suivie par les UV, les ultraviolets, et ensuite par les rayons X et finalement par les rayons gamma. Mais il est également très important de savoir que plus une onde est compressée, plus elle est énergétique. Ainsi, les infrarouges, les micro-ondes et les ondes radio, étant moins compressés que la lumière visible, ils sont également moins énergétiques et donc moins dangereux pour nous. Eh bien, voilà qui était tout pour le premier épisode d'Escouade Science. Nous vous remercions de votre écoute et vous souhaitons une bonne fin de journée.